Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à tout le monde de vous connecter donc, pour cette deuxième séance de notre webinaire du séminaire commun de l'Institut Convergence Migration. Donc, merci à toutes et à tous. Merci beaucoup à Yann Chang d'avoir accepté notre invitation à intervenir dans ce séminaire. Mais du coup, Yann, je vais du coup te laisser la parole donc, pour une intervention qui s'intitule Se mobiliser en tant qu'asiatique, ethnographie d'un mouvement en plein essor. Donc, tu as une quarantaine de minutes pour intervenir et ensuite, nous pourrons discuter. Donc, vous ne pouvez pas prendre la parole, mais vous pouvez écrire dans le chat et dans l'espace donc questions et réponses qui est prévu. Donc, n'hésitez pas à poser des questions et donc moi, je les relayerai ensuite à Yann pour la discussion. Yann, je te laisse la parole. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour Solène, pour cette introduction et ces invitations. Je suis vraiment très contente de parler de ma recherche ici. Voilà, je suis en train de partager mon écran. J'espère que ça, tout le monde le voit, c'est bien. C'est très bien, on voit. Merci. Donc, je vais entrer dans le sujet. Alors, je suis actuellement chercheuse à l'INED et aussi fellow de ICN depuis sa création, depuis 2018. Et pour parler de cette recherche, j'ai choisi d'intituler ma présentation aujourd'hui comme se mobiliser en tant qu'asiatique et enquête sur un mouvement en plein essor. En fait, c'est une recherche qui est tirée d'un parcours de recherche de longue durée, qui a commencé par ma recherche de thèse et qui a en effet évolué au fur et à mesure de différents mouvements, différentes mobilisations menées par les populations chinoises et un peu plus tard des Asiatiques dans les régions parisiennes. Même plus concrètement, je pense que à travers des différentes vagues de mobilisation, en fait, la définition de l'identification des identités en tant qu'asiatique ne cesse d'évoluer à travers des différents mouvements. Donc, pour commencer à présenter cette mobilisation, je pense que je pourrais aussi expliquer un peu mon parcours et comment ces parcours personnels en tant que chercheuse, aussi une chercheuse immigrée venant de Taïwan, m'a aidé à témoigner de différents vagues de mouvements sociaux jusqu'à construire un objet d'étude que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, très rapidement, en fait, à gauche, dans cette diapo, je vous présente mon parcours en fonction de différents projets que je suis impliquée. Et à gauche, à droite, vous voyez donc les différents mouvements participés par les immigrés chinois ou asiatiques en région parisienne ou en France depuis 2010. Donc, moi, en fait, je suis arrivée en France en 2009 pour commencer une thèse intitulée Migrants chinois à Paris, au-delà de l'intégration, la formation politique d'une minorité. Mais en fait, pour être tout à fait honnête, au début de ma thèse, puisqu'il n'y avait pas il n'y avait pas encore beaucoup de recherches très complexes sur la population asiatique. Il y avait la thèse de Liv Buisson, qui était la première thèse sur les populations de la diaspora chinoise en France. Il y avait ensuite quelques travaux menés par Véronique Poisson, Florence Levy, au début des années 2000, toujours très centré sur la trajectoire et des différentes populations au sein de cette communauté chinoise en région parisienne.
Donc, au début, j'étais très intéressée à la question de pratique entrepreneuriat, mais je n'avais pas imaginé que cette population va se mettre dans des actions collectives très visibles dans l'espace parisien, dans l'espace public. Et c'était ce qui était arrivé, en fait. C'était un hasard, une chance, une sérendipité qui m'a aussi amené à observer différentes formes de mobilisation. Donc, en 2009, quand j'ai entamé ma recherche de thèse à Paris, je suis tombée sur le mouvement sans papier mené par la CGT. Donc, la personne qui a fait le tract avec moi, qui a diffusé un tract, m'a dit venez, venez, il y a une centaine des sans-papiers chinois qui étaient dans le mouvement. Donc, c'était devenu mon entrée de terrain qui m'a permis d'une part, faire des observations, des interprètes avec des sans-papiers chinois dans ce mouvement, et d'autre part, recueillir leur histoire par des entretiens biographiques. Et à travers eux, j'ai pu aussi rencontrer d'autres amis, d'autres connaissances de ces ouvriers sans-papiers salariés chinoises qui n'étaient pas dans le monde greffe. Donc, au total, j'ai recueilli une centaine d'entretiens des personnes qui sont dans ce mouvement, mais aussi j'ai pu observer leur interaction avec le syndicaliste qui était transformé en une forme de mobilisation, en une forme de syndicalisme presque communautaire, en fait, afin d'adapter aux besoins spécifiques de cette population. Et entre-temps, en 2010 et 2011, dans le quartier de Belleville, en région parisienne, là, émergeaient des mobilisations liées à la question de l'agression et violence dans le quartier. C'est-à-dire que depuis les années 2000, quand même, dans le quartier de Belleville, un quartier très, très multiculturel, de plus en plus de vols visant les populations chinoises ou asiatiques devient un problème partagé par toutes les personnes typées asiatiques. Il y avait un sentiment d'insécurité partagé, mais en même temps, ça reste un tabou qui semble que tout le monde, tous les habitants et commerçants étaient au courant, mais sans vouloir faire réellement quelque chose, sans pouvoir réellement interpeller le pouvoir public. Donc, en 2010, la tension n'est plus possible de contenir et une mobilisation, une manifestation de rue a eu lieu le 20 juin 2010 qui se termine en une confrontation assez violente entre les jeunes manifestants et les polices. Et c'était aussi devenu la jeunesse de tout un activisme qu'on verra élargi, évoluer plus tard dans les années à venir. Donc, des similés formes des mobilisations, des manifestations contre la question de violence continuent à s'étendre dans d'autres quartiers parisiens, notamment à La Courneuve, Aubervilliers, Bagnolet aussi dans les années qui suivent. Ce sont souvent des initiatives menées très localement, mais tous portent le même objectif d'interpeller le pouvoir public pour faire face aux problèmes de violence subis par des habitants asiatiques et chinois, dont beaucoup sont aussi dans une vulnérabilité importante à cause de leur situation administrative et à cause de leur handicap linguistique, qui est plus ou moins coupé de contact avec les pouvoirs publics qui les imposent une sorte de peur pour demander l'aide auprès du public. Donc, manifestation devient une forme d'exposer le problème, de défouler des émotions
d'entamer un dialogue avec les pouvoirs publics. Donc, cet activisme qui est fondé sur un sentiment de partage en tant que victime de violence s'élarge petit à petit dans différentes régions, différentes communes en région parisienne. Et c'est aussi élargi dans le sens transgénérationnel, en incluant de plus en plus de jeunes qui connaissaient déjà ce problème, mais qui sont dotés d'un capital culturel plus élevé, de participer à la mobilisation. Et elle a donc atteint une sorte de sommet en 2016, après la mort d'un habitant chinois à Aubervilliers, la mort de M. Chao Lin-Zhang, qui était mort lors d'une agression. Et c'est là, en 2016, du coup, on a vu une grosse manifestation qui a eu lieu en région parisienne, d'abord à Aubervilliers, pour rendre hommage à Chao Lin-Zhang. Ensuite, à Paris, une manifestation qui a eu lieu entre la place République jusqu'à la place de Nation, c'est-à-dire un itinéraire classique de manifestation parisienne. Et dans cette manif, on voit les jeunes asiatiques, beaucoup des deuxième génération, qui marchent ensemble avec leurs aînés, avec des primo-arrivants. Mais au-delà d'une accusation contre la violence, dans leur mot d'ordre, ils ont aussi souligné le slogan « Préjugés tuent ». En fait, concrètement, ils ont assigné la cause de la mort de Chao Lin-Zhang comme une conséquence du racisme, des stéréotypes visant des personnes asiatiques en imaginant que les personnes asiatiques sont tous à la fois riches mais vulnérables, ce qui les rend des cibles faciles pour des agressions, pour des agresseurs, notamment des petits délinquants qui sont au début de leur carrière. Voilà. Donc, dans cette manifestation en 2016, on voit donc l'émergence d'une conscience collective de cette génération franco-asiatique qui ont envie de souligner d'un racisme, d'une expérience partagée de manière très large, mais qui est longtemps ignorée ou méconnue par la société. Et il faut aussi dire que c'est une manifestation donc très réussie dans le sens que ça a réussi à interpeller beaucoup de médias, des pouvoirs publics pour adopter le mot racisme anti-asiatique, pour admettre l'existence d'un tel problème qu'on peut considérer comme un problème public. Parce qu'à la suite de manifestations, beaucoup des initiatives ont également été mises en place, y compris la création des comités de pilotage avec des pouvoirs publics, avec la préfecture, pour chercher des moyens pour mieux régler ces problèmes, et problèmes de préjugés, problèmes d'agression, problèmes quand le conflit et des tensions de cohabitation dans différents quartiers. Et puisque ces manifestations ont permis la question du racisme anti-asiatique d'être prise en compte de manière sérieuse, on voit aussi dans le scène scientifique de plus en plus de projets et des collectifs ont émergé pour s'intéresser à ces problèmes. Et c'est aussi dans ce cadre-là que j'ai pu participer au projet Émergence, financé par la mairie de Paris, pour fédérer un collectif de jeunes chercheurs et chercheuses, dont beaucoup d'origine chinoise, pour s'intéresser sur les expériences de différentes personnes chinoises vécues dans différentes communes en région parisienne et leur manière de lutte, en fait. Mais en même temps, à ce moment, j'ai été aussi affiliée à un laboratoire à Toulouse
qui m'a amené à étudier la question de Chinatown en Europe. Notamment, je faisais beaucoup de terrain en Europe de l'Est, à Budapest notamment. Et donc, je dois avouer qu'en ce moment, si je n'ai jamais pensé que les Chinois que j'ai rencontrés dans mon terrain vont un jour protester contre la question du racisme, ce qui m'a frappé, c'est aussi j'ai vu un énorme contraste entre des interviews que j'ai rencontrés ici en France et celui qui habite dans d'autres pays européens, notamment en Budapest, en Hongrie, dans des pays beaucoup moins multiculturels. Là, on voit clairement que les jeunes Chinois, ils sont dans un espace entre-soi culturel et économique. Ils ont beaucoup moins d'implications sur la politique locale. Ils fréquentent surtout les gens de la même origine et ils assument pleinement leur lien avec la Chine dans le sens culturel et économique. Ils sont très, très conscients de leur statut en tant qu'une minorité très invisible dans la société où ils sont grandis. Alors qu'en France, avec le mouvement de 2016, on voit clairement une envie des jeunes asiatiques qui souhaitent partager, assumer leur citoyenneté, leur appartenance à cette société. Ça a été très frappant et ça m'a aussi amené à commencer à réfléchir sur cette identité panasiatique en émergence. Ensuite, à partir de 2019, je commence à faire partie à d'autres projets collectifs à l'INED et un peu plus tard à Sciences Po, tous intéressés au sentiment et l'expérience de discrimination vécue par des populations chinoises ou asiatiques. C'est notamment le projet que je vais participer l'année prochaine, le projet pour l'Asie, participant politique des immigrants asiatiques en France, qui souhaite étudier les différents fonds de l'engagement et des passions politiques des immigrés d'origine de l'Asie du Sud, Sud-Est et l'Asie de l'Est. Et sinon, entre 2019 et 2021, jusqu'à maintenant, à l'INED, on a aussi effectué une enquête qui s'appelle Chinese Immigrant in Paris Region. On utilise donc, c'est donc la première enquête statistique quantitative visant les populations chinoises en région parisienne. Et on s'intéresse à la fois sur la discrimination ressentie vis-à-vis de la société française, mais on essaie aussi de mesurer l'existence d'une discrimination intracommunautaire dans le sens de discrimination créée par la différentes appartenances de régions. Mais bon, je pense que si la manifestation de 2016 a été un point de départ pour révéler la question de racisme anti-asiatique et surtout de faire reconnaître cette question, ce qui est frappant, c'est aussi comment le Covid a changé la donne pour pousser à une généralisation de cette conscience. C'est pour ça qu'à partir de 2020, on voit dès le premier moment quand la COVID a été découverte en Chine, déjà ici en France, il y a un mouvement en ligne avec le slogan « Je ne suis pas un virus » qui a attiré l'attention. C'est une réponse des jeunes asiatiques face à une généralisation de xénophobe visant les personnes asiatiques. Et puisque le phénomène il est loin d'être cantonné en France, on voit pendant un an, en fait, partout, aux États-Unis, au Canada, dans tous les pays occidentaux, même dans les pays asiatiques, il y a des émotions anti-chinois, anti-asiatiques qui étaient extrêmement violentes, qui se traduisent au nombre, aux vagues des agressions. Et ça a aussi poussé à une génération de conscience pour appeler à plus de solidarité, parfois jusqu'à
jusqu'à la construction d'une alliance avec d'autres mouvements comme Black Lives Matter, un phénomène qu'on voit beaucoup aux États-Unis. Donc, en fait, face à cette nouvelle vague de prise de conscience, j'ai été aussi amenée à interroger d'autres personnes qui ne sont pas d'origine chinoise. Dans cette enquête, j'ai rencontré beaucoup de jeunes asiatiques qui ont des parcours beaucoup plus diversifiés. Certains, ils sont d'origine de familles de l'Asie du Sud-Est. D'autres sont même des personnes qui sont adoptées, donc qui sont nées en Vietnam ou en Corée, mais ensuite adoptées par des parents français. Donc, eux, ils ont beaucoup moins de références culturelles dites asiatiques, mais en même temps, ils ont quand même vécu des expériences d'altérisation très diversifiées depuis qu'ils sont petites. Donc, ils sont très conscients de l'exemple du racisme depuis leur enfance. Et Covid est devenu un déclencheur pour les pousser à adopter des manières politiques pour changer leur souffrance, exposer leur souffrance intime et personnelle. Donc, on voit clairement qu'au fur et à mesure, en France, si on regarde juste le cas de France, même si la question du racisme dit anti-asiatique a été d'abord construit à travers des vagues de mobilisation menées par des immigrés chinois, mais aujourd'hui, avec ce qui s'est passé après le Covid, il est atteint d'un niveau international avec la participation de beaucoup des acteurs ayant des parcours très différents, appartenant aux générations et aux origines nationales très différentes. Donc, ça m'a donc incité aussi à réfléchir sur ce rapport et cette tension entre les populations chinoises et la problématique du racisme anti-asiatique. Parce que d'une part, si on parle d'un racisme dit anti-asiatique, on peut quand même voir beaucoup des stéréotypes attachés aux personnes chinoises ou attachés à la Chine devient aujourd'hui des matériaux surtout les Asiatiques. Mais d'autre part, au sein du champ asiatique, donc là, elle est loin d'être homogène. Enfin, on peut voir des tensions, des identités de manière très différente, parfois fonctionner de manière contradictoire. Mais pour faire court, il faut qu'on me dise que je pense que j'ai beaucoup de chance qu'au fur et à mesure de ma construction de parcours personnel, j'ai pu assister à l'évolution de ces différentes vagues de mobilisation qui m'a aussi poussé à réfléchir sur cette tension entre population chinoise et la généralisation d'un racisme anti-asiatique jusqu'à la manière de lutter. Bon, désolée pour cette introduction un peu longue, sans doute trop longue. Donc, cette trajectoire m'a donc poussé à lire un livre intitulé Une minorité chinoise, une minorité modèle avec un point d'interrogation, Chinois de France et racisme anti-asiatique. Bah, comme je disais, puisque j'ai remarqué que les stéréotypes attachés aux Chinois sont aujourd'hui des matières brutes pour le racisme anti-asiatique. Donc, dans ce livre, j'essaie d'exposer des portraits des migrations chinoises appartenant aux profils très divers, très diversifiés, et on décrit leur trajectoire, leur aspiration jusqu'au le lieu où ils travaillent. L'idée, c'est aussi de montrer à la fois comment la trajectoire professionnelle migratoire contribue au processus de racialisation. Mais en même temps, en décrivant cette diversité, j'espère aussi pouvoir démystifier tous ces stéréotypes qui imaginent les Asiatiques comme une population à la fois arriérée, peu civilisée, mais aussi monolithique.
Pour aller directement dans le cœur de ma thèse, je pense que je vais souligner plusieurs points. Premier, c'est donc en France, quand on parle des populations asiatiques, on a tendance à les assimiler comme une minorité modèle. Que c'est un stéréotype qui est très partagé aussi aux États-Unis, dans d'autres pays occidentaux, témoignent l'existence des minorités des populations asiatiques. Donc, à la fois, ils sont vus comme une population qui réussit beaucoup à l'école et dans la profession. Mais à la fois, ils sont aussi vus comme une population très absente dans les arènes politiques, culturelles. En France, on voit par ailleurs le fait que les immigrés asiatiques sont souvent présentés comme entrepreneurs, entrepreneuriat immigré. Ça a créé en effet un effet double tranchant. C'est-à-dire que quand le régime souhaite de mettre en valeur à une politique d'immigration néolibérale créée à l'époque Sarkozy, on pourra donc faire compliment à cette population en leur disant qu'ils sont des modèles d'intégration, ils réussissent leur vie. Le meilleur exemple, c'est dans cette parole de Nicolas Sarkozy en 2010, pendant le Nouvel An chinois, quand il a accueilli une centaine des entrepreneurs asiatiques. Mais en même temps, dans l'inconscient collectif, on a quand même tendance à considérer les populations chinoises comme des entrepreneurs qui travaillent de leur côté, qui restent dans un repli communautaire, qui embauchent seulement des personnes ayant la même origine. Et le meilleur exemple, c'est cet portrait de magazine Le Point qui est publié en 2012, intitulé L'intrigante réussite des Chinois en France. Donc, dans cet reportage, ils ont recyclé tous ces stéréotypes liés aux questions de repli communautaire. Donc, en faisant ça, ils ont donc articulé la pratique entrepreneuriat avec les accusations du communautarisme, mais à partir de leur pratique entrepreneuriat. Et ce qui est renforcé l'image que les Chinois sont ils restent encore étrangers, que c'est une communauté menaçante pour la cohésion nationale et surtout des personnes qui sont malhonnêtes, qui volent. On voit donc en fait en distinguant les Asiatiques par rapport à d'autres minorités en France, on crée une catégorie une catégorie élogieuse, mais en fait, cette élogieux, cet compliment, ce statut de minorité modèle, elle est extrêmement ambigu parce qu'il pourrait aussi jouer contre eux quand la société française souhaite souligner son côté républicain, souhaiter éloger un modèle d'intégration beaucoup plus classique dans le sens d'assimilation. Et à ce moment, la pratique entrepreneuriale de ces immigrés devient donc problématique à leur égard. Et donc, concrètement, dans ce livre, je m'intéresse donc à dans quelle mesure les trajectoires migratoires et professionnelles des migrants chinois contribuent au processus de l'essentialisation à l'égard des populations asiatiques en France, ainsi que leurs conditions de mobilisation. Et si j'arrive à tirer trois arguments les plus importants, je pense que je vais les étayer par trois paradoxes. Le premier paradoxe, j'appelle ça le paradoxe de l'économie ethnique. C'est-à-dire que l'économie ethnique est à la fois une aide, une ressource pour l'insertion économique de ces travailleurs migrants, et en même temps, elle est aussi un frein de l'intégration politique
dans le sens qu'elle freine l'association politique et l'empêche et crée certains obstacles pour tisser le lien avec l'organisme politique ainsi de l'acceptation de leur grammaire politique. Bah, ici, cette observation, je l'ai tirée de mon constat à partir de 5 ans de suivi dans le mouvement sans-papier. En effet, beaucoup des travailleurs chinoises ont rejoint le mouvement CGT dans l'objectif de pouvoir obtenir la régularisation. Donc, pour la CGT, en fait, ces travailleurs, ils ont une ressource extrêmement importante, mais en même temps, quand ils essaient d'expliquer l'importance de faire la greffe dans le sens de pouvoir obtenir ce qu'ils veulent, là, tout de suite, cette revendication, cette répertoire-action a touché le tabou, a touché la grammaire morale au sein d'une communauté fondée sur l'entre-soi économique. Donc, beaucoup de travailleurs chinois qui sont embauchés par leurs proches, par leur famille, par leurs connaissances, pour eux, en fait, faire la greffe, c'est une chose impensable parce que ça signifie aussi la transition, en fait, auprès de leurs employeurs. Là, on voit qu'en fait, le dogma, une pratique classique de mobilisation de syndicats français et se heurte avec la règle tacite au sein d'une communauté économique, une communauté entrepreneuriale. Et je pourrais donner un contre-exemple pour encore souligner ça, c'est donc la greffe des manicures chinoises à Château-d'Eau qui ont eu lieu en 2014. Donc, au contraire du premier cas que je mentionnais, c'est-à-dire une greffe inachevée au sein des entrepreneurs et des ouvriers de restauration, des économies bien structurées, s'appuyer sur un entre-soi coethnique. Et là, au contraire, à Château-d'Eau, puisque les manicures chinoises elles sont tous embauchés par des gérants de salons de coiffure africaine. Et cette division ethno-raciale du travail, déjà, ça crée des tensions et des rapports de domination très tangibles au quotidien parce que les manicures chinoises, en tant que femmes et en tant que personnes qui maîtrisent très mal français et qui sont dans l'association sans papier, donc, et subit déjà beaucoup d'humiliations, des salaires impayés, des licenciements aléatoires, etc. Et au moment de Nouvel An chinoise en 2014, elle, afin de protester l'impaiement de leur salaire, finalement, quand ils ont pris le contact avec la CGT et face au conseil de greffe, ils n'avaient aucune hésitation et se mit donc une greffe en occupant le salon de manicure pendant 2 mois et ça finit par une réussite. Donc là, on voit clairement qu'il existe une contradiction entre le fait que dans le premier cas, les travailleurs chinois dans la restauration, il semble qu'ils sont mieux insérés dans un réseau ethnique d'économie entre soi. Donc, ils bénéficient beaucoup de protection économique. Mais en même temps, puisque leur seule socialisation politique sont surtout conditionnées par l'environnement communautaire, donc finalement, ils n'ont pas réussi à accepter la répertoire d'action syndicale français. Alors que dans le cas de manicure, on voit que ce sont des femmes qui sont souvent vues comme des personnes marginalisées au sein de communautés chinoises, dans le sens qu'elles ont beaucoup moins de capital social et sont très isolées et sont dans des situations professionnellement beaucoup plus précaires aussi pour ceux qui sont embauchés dans la restauration. Mais en cas d'un appel à greffe, ils sont donc plus réceptifs vis-à-vis des conseils de CGT
Donc, c'est un paradoxe que j'ai pu contraster sur les doubles contraintes posées par cette économie ethnique. Et le deuxième paradoxe que j'ai découvert, c'est, j'appelle ça le paradoxe de l'entrepreneuriat immigré vis-à-vis la deuxième génération. C'est-à-dire que pour les jeunes issus de cette communauté entrepreneuriale, la pratique de l'entrepreneuriat immigré, elle est à la fois une contrainte pour leur négociation identitaire, négociation de l'appartenance, mais aussi une ressource pour leur mobilisation. Comme dit ça. Bon, pour la première chose, quant à la négociation et intégration professionnelle, je pense que ce qui est intéressant, c'est que quand on pense à un modèle de l'intégration classique, dans le sens que l'intégration est définie par un individu d'origine étrangère devenu de plus en plus proche de caractéristiques sociales des populations dites majoritaires. Si on suit cette définition de l'intégration classique, là, on va imaginer que les enfants d'origine asiatique, ils sont, à partir du moment où ils sont diplômés, où ils s'intègrent bien à l'école, ils vont aller automatiquement de travailler dans des marchés de l'emploi plus classiques, des marchés d'emploi nationaux, surtout des entreprises gérées par des populations majoritaires. Ils vont donc renoncer à la trajectoire de leurs parents. Donc, beaucoup sont dans le PME, dans des petites entreprises familiales. Mais à travers mes enquêtes, je vois qu'en fait, la relation elle est beaucoup plus dialectique que ça. C'est-à-dire que puisque ces enfants-là, ils sont, beaucoup d'entre eux, en fait, ils ont grandi dans une entreprise familiale. De l'âge de très tôt, ils sont habitués à aider les parents de travailler soit dans la restauration, soit dans l'atelier de textile. Donc, ça fait une partie de leur identité de grandir dans une telle pratique entreprise familiale. Et par conséquent, au moment de devoir faire leur choix professionnel, en fait, ces attentes entre guillemets communautaires participent aussi à leur construction identitaire, participent aussi à leur définition d'intégrer ou pas en tant que franco-asiatique, en tant que deuxième génération. Et c'est à ce moment aussi, on voit une bifurcation énorme des trajectoires. Donc certains, certains, ils ont choisi de reprendre l'entreprise familiale dans l'objectif de les innover. D'autres voudraient peut-être être plus rebelles et là, ça pourrait créer des tensions énormes. Mais même si ceux qui voudraient se rebeller, ceux qui ne veulent pas du tout reprendre l'entreprise familiale pour satisfaire leurs parents, ils vont quand même choisir dans un moment ou un autre pour avoir certaines expériences professionnelles en Chine ou en Asie afin d'une certaine manière, afin de répondre à leur propre interrogation identitaire pour retour aux sources, en fait, pour chercher un retour aux sources. Et j'aime bien aussi beaucoup des exemples, ce sont des jeunes qui ont un peu d'expérience dans des mondes professionnels dits français, mais finalement, ils sont aussi revenus dans l'entreprise familiale parce qu'ils se sont rendus compte que travailler avec leurs parents, aider leurs parents pour innover leur métier sont plus intéressants et importants pour eux. On voit donc un modèle de négociation extrêmement compliqué que, en fait, cette identité héritée d'une
une communauté entrepreneuriale et devient une contrainte à négocier constamment. Mais en même temps, comme je viens d'évoquer, puisque beaucoup d'entre eux, ils ont aussi une expérience de séjour, de faire le stage, de faire des études en Chine. Donc, le fait de voir une Chine globalisée, une Chine qui est aujourd'hui pas du tout un pays arriéré, mais plutôt le centre de l'économie mondiale, ça les aide aussi à développer un discours de double appartenance qui est potentiellement très transgressif vis-à-vis du modèle républicain qui sous-entend plutôt une intégration dans le sens de l'assimilation. Et c'était aussi pour ça qu'aujourd'hui, en fait, quand on observe les langages, la rhétorique utilisée dans l'activisme antiraciste des jeunes asiatiques, on voit clairement une envie de retourner le stigmate, une tentative d'assumer la double appartenance qui s'approche plus au modèle de multiculturalisme. Donc ici, les deux exemples que je prends. Donc, le premier, on dit love our people comme love our food. Donc, d'une part, on s'assume qu'on est des personnes qui toujours assuraient la position de minorité intermédiaire dans la structure sociale. Donc, on continue à rester des petits entrepreneurs qui semblent un métier à part. Mais en même temps, il assume aussi, il demande ceux qui ne sont pas, les consommateurs non asiatiques de prendre au sérieux leur position dans ces sociétés et d'apprécier leur contribution en tant que fournisseur de nourriture, en tant que petit commerçant. En fait. Ils vont arrêter d'attacher un regard stigmatisant sur ça. Et le deuxième exemple, c'est cette exposition de photographes intitulée Yellow is the Beautiful. Donc là, on voit clairement une envie d'assumer leur identité en tant qu'asiatique, en tant que non-blanc, et d'assumer une fierté liée à ça. Enfin, le troisième paradoxe que je souligne, c'est donc on a continué de ce deuxième paradoxe, c'est-à-dire qu'on voit l'expérience de la Chine et l'émergence de la Chine qui est de plus en plus dominante dans la scène culturelle, économique, politique internationalement. Si ça devient une ressource pour créer un discours antiraciste alternatif, mais paradoxalement, l'appartenance chinoise peut aussi créer un conflit, une tension au sein de mouvements antiracistes menés par les Asiatiques. C'est-à-dire que, on peut avoir des confusions sur le fait que est-ce que tous les discours qui critiquent le fonctionnement politique de la Chine sont forcément anti-asiatiques. Ça, c'est la première confusion. Et la deuxième confusion, c'est donc à la suite de ça, c'est est-ce que face à une telle critique, comment on se positionne en tant que personne chinoise ou en tant que personne asiatique, comment on se positionne? Donc aujourd'hui, en fait, la Chine, l'appartenance chinoise, c'est à la fois une unité d'identité qui a permis de créer une expérience commune autour de victimes du racisme, qui a donc déclenché tous ces mouvements. Mais en même temps, puisque la Chine elle est omniprésente en tant qu'un paradigme alternatif de l'Occident, et donc ça devient aussi un facteur clivant. Puisque je n'ai pas beaucoup de temps, je vais juste parler très rapidement. Par exemple, le mouvement de « Je ne suis pas un virus », ce mouvement, si elle a été efficace en France,
Mais en même temps, selon notre enquête, c'était aussi aperçu par beaucoup des populations issues de Chine continentale, notamment le premier arrivement, notamment les très diplômés. Pour eux, en fait, c'est aussi un slogan de désolidarité, dans le sens qu'on affirme, on est franco-asiatique, donc puisqu'on n'est jamais séjourné en Chine, donc on ne peut pas être un virus. Voilà. C'est une des interprétations qui a en effet rendre mal à l'aise pour ceux qui assument leur appartenance chinoise. Et d'autres exemples qui sont de plus en plus visibles aujourd'hui, c'est aussi lié à l'égard de pratiques à Xinjiang vis-à-vis le génocide des populations ouïghours. Donc, comment on se positionne? Est-ce qu'on est absolument atterré à tous les critiques vis-à-vis en Chine? Est-ce qu'on va confondre pratique chinoise politique et le contexte de Chine en France? C'est un chantier important. Donc, pour conclure très rapidement, je pense que de tout ce que je viens de présenter, je vais souligner juste deux points comme la future ouverture pour la recherche. Premier, c'est donc jusqu'à maintenant, on a tous les études sur la discrimination et la mobilisation, on focalise très souvent sur des immigrés postcoloniales et des populations plutôt dans des situations économiquement précaires ou des habitants des quartiers populaires. Et là, puisque les Asiatiques sont souvent été assimilés comme une minorité qui sont économiquement moins dominants, donc il y a peut-être un travail à faire pour articuler une discrimination segmentée jusqu'à une fragmentation des stratégies antiracistes. Et la deuxième ouverture que je souhaite travailler dans l'avenir, c'est donc de continuer à observer cette politisation des Asiatiques qui est tiraillée entre le processus de minorisation et le processus de diasporisation. Donc, face à leur appartenance en tant qu'Asiatique en France, mais aussi des récits chinois sur une identité partagée par toutes les diasporas chinoises. Donc, je pense que dans l'avenir, ça sera la ligne de tension intéressante à observer. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Yann, pour l'intervention, cette intervention très riche. Merci aussi d'avoir respecté le temps. Du coup, je vais prendre maintenant les questions, si vous en avez à l'écrit, pour que je les pose à Yann. N'hésitez pas à poser vos questions, peut-être pour lancer la discussion. Et en attendant que les questions arrivent, moi, j'avais du coup des questions. Je vais en profiter pour, avant de toute question, rappeler, donc tu l'as fait dans ta présentation, mais rappeler du coup la publication de ton ouvrage à la découverte qui s'appelle Une minorité modèle et qui a été publié du coup en 2020 à la découverte. Donc voilà, et donc moi pour les questions, merci beaucoup pour cette présentation. C'est assez impressionnant de voir du coup l'ampleur du terrain que tu as, donc où tu travailles sur ce sujet depuis plus de 10 ans et du coup c'est vraiment très impressionnant et c'est très intéressant, je trouve, d'avoir ce regard au long cours. Et moi, une des questions que je me posais, c'est que du coup, tu as bien exposé la manière dont il y a eu une modification des mobilisations. Et moi, je me demandais, est-ce que c'est, du coup, donc tu le dis en conclusion, que c'est lié aussi à une transition aussi générationnelle. Et la question que je me pose, c'est, est-ce que du coup, on retrouve quand même dans les mobilisations plus récentes, donc à partir de 2016, des personnes qui avaient pu être celles qui se mobilisaient plutôt en 2009, puis en 2014. Ou pour le dire autrement, j'ai l'impression que dans ce que tu présentes, il y a plusieurs temps de la mobilisation, plusieurs revendications, mais aussi plusieurs manières de se mobiliser et peut-être plusieurs modes de politisation, avec du coup la question du travail qui est très liée à la fois dans la grève des sans-papiers et en 2014 à la question du statut migratoire, évidemment. Mais il y a la question de la sécurité aussi, il y a la question du racisme. Et du coup, est-ce que tu as l'impression que la modification qu'on observe, c'est lié à, en gros,
changement des manières de se mobiliser et donc un changement des personnes qui se mobilisent, ou est-ce que les mobilisations les plus récentes parviennent à faire le lien entre les différentes revendications et peut-être voilà, quid des personnes qui, en gros, continuent de travailler sur des emplois précaires en étant en statut régulier, etc. Est-ce qu'on retrouve ces personnes quand même dans les mobilisations les plus récentes sur des questions plutôt de lutte contre le racisme et les discriminations? Oui, certains. En fait, pour les ouvriers, pour les sans-papiers, eux, ils ne vont pas utiliser le mot racisme. Ils parlent pas beaucoup. C'est vraiment complètement lié avec leur expérience de socialisation. Ils vont pas forcément interpréter ces questions par le prisme du racisme. Mais en même temps, ils sont quand même présents, par exemple, dans la manifestation de 2016. En fait, quand on parle des agressions, c'est un sujet qui touche tout le monde. Donc quand il y a un appel à l'agression, ils n'hésitent pas aussi à aller se manifester. Sinon, sur cette ligne, cette transition de la question agression sécuritaire vers la question racisme, ce qui m'a frappé, c'est aussi que si aujourd'hui, dans l'espace public, on voit que c'est plutôt les jeunes qui prennent les paroles pour parler du racisme, et ils ont tendance aussi à articuler la question de l'agression, violence, avec leur propre expérience d'altérisation, d'être perçu comme autre. Du coup, d'articuler une sorte de racisme plus banal, quotidien, culturel et la forme la plus violente de l'agression. Ces personnes, ils sont très présents dans l'espace social, dans l'espace médiatique. Ils ont beaucoup de pouvoir d'interprétation. Mais quand je suis allée dans des rassemblements en mars, au moment du procès contre les 5 tweetos qui ont fait un appel à l'agression l'année dernière au lendemain de l'annoncement du deuxième confinement. Et là, j'étais aussi surprise de voir que finalement, il n'y a pas beaucoup de jeunes militants qui sont présents. Finalement, ceux qui sont présents dans ces rassemblements, c'est plutôt des premières générations, c'est plus des vieux qui sont là depuis le début de l'activisme en 2010-2011. En fait, eux, ils tiennent toujours, ça reste toujours un sujet qui les tient à cœur. Donc, même s'ils utilisent des langages différents, mais ils sont tous présents, ils sont toujours présents. Mais ces personnes-là, c'est pas des sans-papiers, c'est plus les premières générations, des entrepreneurs de première génération qui ont lancé des mouvements plus sécuritaires. Donc aujourd'hui, ils continuent à rester et très investis dans ce mouvement, même si ce n'est pas eux qui ont eu le pouvoir de représentation dans l'espace médiatique. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup Yann pour la réponse. On a une question de Betty qui commence par te remercier pour ta passionnante présentation qui lui donne très envie de lire le livre. Donc elle écrit: j'ai beaucoup apprécié la manière dont vous montrez l'emboîtement des tensions et des paradoxes, à l'instar des pratiques syndicales françaises comme la grève et le sentiment de trahison envers son employeur. Pourriez-vous revenir sur l'identité panasiatique, pour revenir sur les mobilisations antiraciste de la communauté chinoise? Cette expérience commune du racisme et sa politisation a-t-elle mobilisé les autres communautés asiatiques? Si je peux me permettre d'ajouter à cette question, parce que c'était ma deuxième question, du coup j'en profite pour rebondir sur la question de Betty. Moi aussi, je m'intéressais beaucoup à ça. Et est-ce que du coup, en rajoutant à ta réponse, tu pourrais peut-être revenir sur cette catégorie asiatique, comment en fait elle est utilisée. On comprend bien qu'elle vient à la base d'une question de retournement de stigmate et que c'est une catégorie racialisée qui est assez banale. En même temps, voilà, l'Asie comporte à la fois, enfin, des personnes asiatiques sont à la fois, peuvent être originaires du Moyen-Orient ou du sous-continent indien, mais aussi de Chine, mais aussi du Japon, ce qui, du coup, on imagine sur les processus de racialisation produit des effets très différents. Et du coup, comment ça, est-ce que c'est débattu dans les organisations? Est-ce que c'est débattu dans les mobilisations? Et peut-être, voilà, pour faire écho à cette question de Betty,
Qu'est-ce que du coup ça recoupe cette identité et comment elle se construit aussi dans les mobilisations politiques Oui, antiracistes? ça, c'est extrêmement intéressant parce que justement, aujourd'hui, on peut toujours constater que c'est extrêmement ambigu en fait. Déjà, en France, par rapport à d'autres pays, on sait très bien en Angleterre, aux États-Unis, quand on parle de Asian, là, en général, ils vont spontanément inclure l'Asie du Sud, c'est-à-dire Inde, Sri Lanka, Pakistanais, j'ai oublié Bangladesh, voilà. Au moins tous ces pays, Thaïlande, par exemple, même Philippines. Et, mais en même temps, il y a déjà des enquêtes qui ont fait aux États-Unis, c'est-à-dire qu'ils ont fait une enquête auprès des populations asiatiques et on va leur demander selon leur origine nationale, selon vous, qui est asiatique? Et là, on voit ce qui est intéressant, c'est que ceux qui viennent de l'Asie du Sud, euh, qui ont donc souvent des peaux plus foncées, ils ont tendance à inclure l'Asie du Sud à côté de l'Asie de l'Est et du Sud-Est, et aussi Corée, Japon, qui sont plus nord-est. Mais ça ne fonctionne pas de tout sens l'inverse. C'est-à-dire que surtout les Chinois et tout ce qui est l'Asie de l'Est, ils ont tendance à oublier l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est. Donc, ça montre très bien aussi le rapport de hiérarchie au sein de cette catégorie. Même si l'Asie est extrêmement diverse, et en fait, ça recoupe plus d'une cinquantaine de pays, mais en fait, la représentation n'est pas du tout égale entre différents pays, surtout à l'égard de l'extérieur. En France, du coup, c'est vrai, traditionnellement, quand on parle asiatique, on a tendance de juste surtout faire référence à l'Asie de l'Est, donc Chine, Taïwan, Corée, Japon, et l'Asie du Sud-Est, qui a une histoire coloniale beaucoup plus ancienne avec la France. Aujourd'hui, du coup, au sein de débat, je pense que d'une part, on peut quand même avouer que c'est surtout beaucoup des organisations, associations chinoises et de l'Asie du Sud-Est, c'est eux qui sont plus structurés. Et surtout quand on regarde l'activisme mené par la deuxième génération, là, effectivement, l'association de jeunes chinois de France euh, est un acteur très, très important parce qu'ils sont structurés, ils travaillent beaucoup avec les pouvoirs publics, ils font beaucoup de campagnes. Donc, c'est très structuré. Mais en même temps, c'est vrai, leur discours, du coup, leur expérience, leur référence culturelle est basée surtout sur la Chine, en fait, surtout sur la Chine contemporaine. Et alors, si on regarde dans l'espace panasiatique, du coup, on peut aussi trouver beaucoup d'autres expériences et surtout de plus en plus de jeunes d'origine de l'Asie du Sud qui ont aussi envie de participer, de parler de leur expérience parce qu'eux-mêmes, en fait, ils sont autodésignés comme asiatiques. Et, et de ça, il faut aussi que j'ajoute, j'ai déjà expliqué, toutes ces personnes adoptées, donc des personnes nées en Corée, en Vietnam, qui sont adoptées par des familles françaises, donc qui ont un processus de politisation donc très, très différent par rapport aux jeunes Chinois. Donc, eux, ils sont aussi de plus en plus actifs pour parler de l'expérience, pour enrichir cette demande. Il y a des débats, il y a des lignes de tension, il y a des collaborations aussi. Je pense qu'entre des organisations, ils, leur relation reste assez ouverte. L'alliance reste aléatoire. Mais l'idée, c'est de L'idée, c'est d'inclure toutes les personnes qui sont autodésignées comme asiatiques. Et il y a aussi une tendance de montrer cette diversité auprès des acteurs extérieurs, y compris de faire l'exposition de photos, etc. Euh, mais c'est une identité encore extrêmement souple et flexible dans le sens de pan-asiatique. Il y a une tendance à inclure tous les pays
Mais en même temps, vu la structure actuelle, c'est pas encore très facile d'éliminer le rapport de pouvoir. Merci. Et peut-être du coup, pour dernière question, une question d'Audrey qui demande, donc beaucoup de jeunes Chinois de la seconde génération cherchent des expériences professionnelles en Chine. Est-ce que certains envisagent de s'y installer, notamment en réaction au racisme, donc qui peuvent faire l'objet en France? Et plus généralement, la question du retour est-elle fréquemment évoquée par les premières générations? Oui, bon, j'ai pas envie de données statistiques disponibles. Bah, ça fait partie de nos questions dans notre enquête Chypre, mais on n'a pas vraiment fini, on a terminé la collecte, on n'a pas vraiment fini l'analyse. Mais effectivement, puisque c'est une immigration très récente par rapport aux immigrations de l'Asie Sud-Est, les immigrations chinoises sont beaucoup plus récentes. Beaucoup de première génération, les parents aujourd'hui, ils ont 60 ans, 70 ans, même 55 ans. Du coup, eux, ils ont tendance à envisager de prendre leur retrait en Chine. Et par ailleurs, il y a aussi un très haut pourcentage de ne pas prendre la nationalité française. Donc, ils gardent toujours leur nationalité chinoise, ce qui facilite d'envisager la retraite en Chine. Donc, pour la deuxième génération, c'est vrai que c'est toujours une possibilité, en fait. C'est-à-dire que dans mon expérience, je peux entendre beaucoup qui disent que en passant des moments en Chine, en travaillant, tout ça, on peut quand même sentir que il y a des... Parfois, c'est plus facile. Voilà. En fait, l'expérience, ça peut varier beaucoup, mais en fait, c'est une possibilité qui reste toujours ouverte. Donc, rentrer en Chine. Mais par contre, retourner en Chine, si ils envisagent à retourner en Chine plus tard, c'est pas forcément lié au racisme. Le racisme, c'est un des aspects, mais c'est pas l'aspect le plus important. En fait, le facteur le plus déterminant, c'est plutôt attachement avec leurs parents et perspective économique. En fait, ces deux facteurs vont quand même primer le sentiment de racisme. Et effectivement, si le rapport avec leurs parents prime, on va plutôt dire que c'est à cause de l'appartenance. C'est plus un sentiment d'appartenance lié à ça. Mais en tout cas, dans mes propres expériences, il y en a qui disent que oui, je me sens plus à l'aise en Chine. Et pour ces raisons, je vais peut-être rentrer là-bas plus tard, mais ce n'est pas la majorité de mon terrain. J'ai quand même connu plus des jeunes qui assument une sorte de va-et-vient, qui auraient préféré avoir une carrière ou un poste qui les permet de circuler entre la Chine et la France. Merci beaucoup. Merci énormément, Yann, d'avoir accepté de te plier à cet exercice pour le webinaire. Merci à tout le monde. Merci.